le dos de la Russie finit par se briser. Ce que Moscou a nié pendant des années avec des discours enflammés et des promesses de stabilité s'effondre désormais comme un mur fissuré. Ce qui fut autrefois perçu comme le muscle économique du Kremlin ressemble aujourd'hui à un corps épuisé, incapable de porter le poids d'une guerre qui devait être éclair et qui a fini par tout dévorer. Et tandis que les vents froids de l'hiver commencent à souffler sur un pays exténué, surgit une révélation inquiétante. L'aventure militaire même que Poutine a lancée avec arrogance s'est transformée en poignard qui menace son propre pouvoir. Un informateur au sein des cercles politiques, dont l'identité reste protégée, a laissé tomber un message qui a glacé le sang de ceux qui l'ont entendu. Nous forçons le pays au-delà de ce que ses eaux peuvent supporter, et nous entendons déjà comment il craque. Ce craquement se ressent dans chaque rue russe. Pendant presque 4 ans, la Russie a vidé ses coffres dans une offensive qu'elle n'avait jamais imaginée aussi prolongée. Les ressources destinées aux hôpitaux, à l'éducation et aux services publics ont été détournées vers un conflit qui n'a fait que drainer l'espoir et les fonds. Les programmes sociaux sont réduits, tandis que les réserves stratégiques, créées pour les temps de catastrophe, fondent sans frein. La pression est si évidente que même au sein des institutions officielles, on murmure que les chiffres ne peuvent qu'au plus être maquillés comme avant. Les analystes du Kyiv Post ont publié un texte le 27 novembre qui est tombé comme une bombe dans le paysage politique européen. La Russie entre dans une saison glaciale chargée d'angoisse économique, précisément au moment où des discussions discrètes entre délégués cherchent à freiner la tempête militaire. Mais ces négociations contrastent avec la réalité à l'intérieur du pays. Les prix montent comme s'ils formaient une montagne sans sommet, et la rue sent le désespoir. Les citoyens sentent que leur pouvoir d'achat s'évapore, que le peu que gagne un travailleur moyen ne suffit plus même pour les produits essentiels. Des chaînes d'approvisionnement brisées et des distorsions de marché générées par la guerre ont laissé des millions de personnes sans savoir comment affronter un lendemain plus cher qu'hier. L'hiver ne sera pas seulement froid, il sera inconfortable, imprévisible et profondément injuste. Pour ajouter encore plus de gravité à la scène, un fonctionnaire régional a laissé fuiter un message confidentiel lors d'une réunion interne. Si nous continuons à perdre des ressources au rythme actuel, nous ne parlerons pas de récession. Nous parlerons d'effondrement. Et bien que de nombreux Russes s'efforcent de rester à l'écart du conflit en Ukraine, ils ne peuvent de plus échapper aux échos métalliques des drones ukrainiens qui sillonnent le ciel. Les sirènes d'alerte aérienne, qui auparavant ne retentissaient que dans les zones frontalières, font désormais partie du quotidien même dans des régions éloignées, où jusqu'à récemment, on croyait que la guerre n'arriverait jamais. Ce qui avait commencé comme une frappe chirurgicale sur des infrastructures militaires s'est transformé en une campagne d'usure économique. Les drones ukrainiens volent sur des centaines de kilomètres et frappent des installations industrielles vitales, des raffineries et des dépôts énergétiques qui étaient les considérés comme intouchables. Un conseiller militaire proche des hauts commandements a laissé un message sur une chaîne interne du ministère. La population ne se sent plus protégée. Et quand un peuple cesse de croire en la solidité de son État, les fissures s'ouvrent plus vite. Le 4 novembre, un reportage de PBS a révélé que l'Ukraine avait réussi à frapper une usine industrielle située à plus de 1300 km de la frontière. Pour beaucoup de Russes, cette attaque a été la confirmation que la portée ukrainienne ne respecte plus les distances. La prétendue profondeur stratégique du pays s'est réduite à un mirage. Encore plus glaçant est le suivi en temps réel du Caspian Policy Center, qui montre comment les raffineries clés du pays ont été détruites ou paralysées à plusieurs reprises. Chaque installation endommagée signifie moins de carburant, moins de ventes, moins de recettes pour l'État et plus d'angoisse pour les citoyens. Centres énergétiques touchés au cours de la dernière année. Complexes de raffinage qui alimentent des zones industrielles vitales. Infrastructures logistiques essentielles à la distribution de diesel et d'essence. Usines produisant des dérivés stratégiques utilisés par les forces militaires. Les attaques répétées ont provoqué un effet psychologique dévastateur.
Les citoyens, dont beaucoup pensaient que la guerre n'affecterait pas leur vie, vivent désormais sous l'ombre permanente d'un bourdonnement dans le ciel. L'incertitude ne blesse pas seulement le moral, elle affaiblit l'économie. Et pourtant, le vrai coup ne vient pas uniquement des missiles ukrainiens. Le dommage le plus profond naît à l'intérieur même de la Russie. La machine économique du Kremlin est vidée et ses fondations tremblent. Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center, a envoyé un message qui a beaucoup circulé parmi les analystes. Les indicateurs montrent qu'il serait sage de clore le chapitre guerrier maintenant. Mais pour désirer arrêter une guerre, il faut d'abord sentir le vide face à l'abîme. La Russie ne le regarde pas encore en face, bien qu'il soit tout près. Les chiffres révèlent une tempête qui avance sans frein, des salaires qui ne suffisent plus, une inflation constante et une consommation qui s'effondre. Une femme nommée Elena a raconté à Bloomberg qu'elle parcourt désormais les rayons avec une liste réduite au strict minimum. Des vêtements neufs, impossible. Des produits importés, inaccessibles. Et bien que son témoignage soit personnel, les indicateurs le confirment. Le pays vit une inflation chronique depuis plus d'1 an. À l'été 2024, elle a atteint 9% par mois, obligeant la Banque centrale à une réaction désespérée. Relever le taux directeur à un invraisemblable 21%. Cet ajustement sévère a représenté une charge supplémentaire pour les familles et les entreprises. En 2025, le tableau ne s'améliore pas. Le début de l'année a apporté un 9,9% d'inflation et pendant plusieurs mois, le chiffre est resté au-dessus de 10%. Un économiste proche des institutions financières a filtré ce que beaucoup soupçonnèrent déjà. La baisse actuelle de l'inflation n'est pas un signe de reprise, c'est un signe d'épuisement. Quand les gens cessent d'acheter parce qu'ils n'ont plus d'argent, les prix peuvent s'y baisser. Mais ce n'est pas une chose à célébrer. La crise immobilière aggrave la situation. Le 27 novembre, The Moscow Times a averti que seulement un peu plus de 8% des citoyens peuvent réunir les 20% nécessaires pour acquérir un logement au cours des 2 prochaines années. Les familles à revenus moyens auraient besoin de plus de 6 ans pour rassembler ce qu'il faut pour acheter un foyer. Mais le coût le plus visible se trouve dans l'alimentation, le cœur du budget de toute famille russe. Le Sberindex montre des baisses de 8 à 10% des ventes d'aliments essentiels, comme le lait, le riz, le sarrasin et la viande de porc. Ce qui autrefois s'achetait sans réfléchir se calcule désormais gramme par gramme. Tendance qui affecte la vie quotidienne. Moins d'achats de produits de base en raison de la hausse des prix. Réduction des achats de vêtements et d'articles ménagers. Préférence forcée pour les produits locaux en raison du coût inabordable des produits importés. Tout cela se produit pendant que Poutine pousse la Russie vers un modèle économique 100% militarisé. La fabrication d'armes absorbe des ressources qui étaient auparavant réparties entre les secteurs essentiels. La croissance du PIB s'est effondrée. 1,4% au début de l'année, puis 1,1% au deuxième trimestre et un maigre 0,6% au troisième. Une voix au sein du Centre de recherche stratégique a laissé un commentaire révélateur lors d'une réunion technique. Si nous continuons à ce rythme, nous n'allons pas vers un ralentissement. Nous allons tout droit marcher sur un terrain négatif. Les signes de l'effondrement sont partout. Le 6 novembre, The Insider a publié un article dévastateur intitulé « Les roues se détachent ». Il expose un désastre dans le secteur ferroviaire qui paralyse toute l'industrie. Non pas parce qu'il manque de trains, mais parce qu'il n'y a plus de marchandises à transporter. 20 des 24 secteurs productifs ont chuté simultanément. Au cours des 9 premiers mois de l'année, 60 millions de tonnes de fret ont été perdues. 600 000 wagons sont restés immobiles, comme des squelettes abandonnés dans des gares silencieuses. Domaine touché par la chute de la croissance. Bois et dérivés avec des contractions prévues de 20 à 30%. Réduction drastique de la demande d'acier, de charbon et d'automobiles. Services financiers et commerce de détail, avec des augmentations critiques de l'endettement. Le problème est gigantesque.
Et tout s'intensifie avec les attaques sur les raffineries russes, qui ont provoqué des files d'attente interminables aux stations-service. Les prix du carburant ont augmenté de plus de 11% depuis le début de l'année. Et pendant ce temps, Moscou accuse la population d'achats impulsifs, alors même que de nombreuses stations limitent à 30 litres par client. Au milieu de la tension, un membre du secteur énergétique a confié à des collègues un message privé qui décrit le désastre. Si le pétrole n'est pas raffiné, le pays s'arrête. Et nous sommes sur le point de le vérifier de la manière la plus douloureuse possible. Les revenus du pétrole et du gaz chutent de plus de 20%. Les trous financiers se multiplient. Le gouvernement recourt à des ventes massives d'or du Fonds national de richesse et prépare des émissions de dette en yuan pour combler des trous impossibles à boucher. Les sanctions occidentales continuent de presser la machine économique russe. L'offensive la plus récente a frappé des géants énergétiques comme Rosneft et Lukoil. Chaque sanction réduit la quantité d'argent que le Kremlin peut extraire par les impôts. Même la Chine, l'un des plus gros acheteurs de brut russes, a commencé à se retirer. Un analyste international a révélé un message inquiétant sur la situation. L'étau se resserre. Et le plus surprenant, c'est que la Russie agit encore comme si elle pouvait lui échapper. La tension monte, le temps se réduit, et le pays entier entend le craquement d'une économie qui commence à se briser en deux. La nuit suivant l'effondrement inattendu des positions russes à la frontière orientale, un étrange silence a envahi les bunkers de commandement à Moscou. Un silence qui ne naissait pas du calme, mais de la peur. Une peur presque palpable, comme si la structure, même du Kremlin, savait que quelque chose d'irréversible avait été déclenché. Les images satellitaires de cette aube montrèrent des colonnes russes tentant de reculer par des rues qu'elles avaient elles-mêmes remplies de décombres quelques semaines plus tôt. Camions désorganisés, chars abandonnés, soldats courant sans savoir qui commandait. Ce n'était pas un retrait, c'était un écroulement. Et pendant que les commandants locaux essayaient d'envoyer des rapports cohérents, Kiev enregistrait chaque seconde depuis ses drones stratégiques. Mais ce qui a vraiment secoué les services de renseignement ukrainiens, c'est la quantité de transmissions interceptées, messages codés, voix altérées par la panique, demandes d'évacuation qui se contredisaient entre elles. C'était la preuve définitive que le géant perdait le contrôle même de ses propres unités. Les analystes ukrainiens, réunis dans un centre de commandement improvisé à des kilomètres du front, n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Chaque enregistrement révélait un niveau de chaos qui dépassait tout ce qui avait été anticipé. « Il s'effondre de l'intérieur », a commenté l'un des opérateurs, et la phrase est restée consignée dans le rapport classifié qui, quelques minutes plus tard, voyagerait directement jusqu'au bureau de Zelensky. Signaux qui ont déclenché la panique interne à Moscou, disparition de 2 brigades entières sur le front sud, sans communication pendant plus de 16 heures. Fuite massive dans les unités d'artillerie détectées par les caméras thermiques ukrainiennes. Effondrement des lignes logistiques, laissant sans carburant plus de 40 véhicules blindés. Interception de commandants russes se disputant entre eux, ordres contradictoires et sans hiérarchie claire. Explosions internes attribuées à des « erreurs de manipulation » que certains analystes soupçonnent d'avoir été des sabotages. Pendant ce temps, dans une salle de conférence cachée sous la ville de Kiev, les principaux conseillers militaires préparaient un rapport spécial qui serait transmis en chaîne à plusieurs pays alliés. Le point clé n'était pas seulement l'avancée ukrainienne, mais la manière dont la Russie la dissimulait délibérément à sa propre population. Contrairement aux phases précédentes du conflit, cette fois Moscou luttait sur 3 fronts simultanés. Le front militaire, où elle perdait du terrain. Le front informationnel, où elle tentait de déguiser l'effondrement en regroupement. Le front politique, où les différents groupes de pouvoir internes se rejetèrent la faute entre eux. Les rumeurs ont commencé à se répandre parmi les rares journalistes indépendants, qui opéraient encore clandestinement à l'intérieur de la Russie. L'un d'eux, dont l'identité ne peut être révélée, a envoyé un message chiffré à un média européen. « Ce que vous voyez de l'extérieur n'est qu'une ombre. Ici, à l'intérieur, on vit un tremblement de terre politique.
Personne ne veut être celui qui portera la responsabilité, personne ne veut que son nom apparaisse quand tout cela s'écroulera. Le système russe n'est pas prêt à reconnaître ses erreurs. Et quand un système refuse d'accepter la réalité le détruit. Ce n'est que le début. Ce fragment, bien que bref, a suffi à déclencher des débats dans les émissions internationales. 3 jours après le début de l'effondrement sur la ligne sud, les services de renseignement ukrainiens ont reçu un colis inattendu. Un document filtré depuis l'intérieur du ministère russe de la Défense, signé par un haut officier dont le nom a été censuré pour des raisons de sécurité. Il y était décrit, avec un langage étonnamment direct, l'impact réel qu'avaient provoqué les récentes opérations ukrainiennes. On y détaillait des chiffres jamais reconnus publiquement auparavant, et on y admettait des échecs que les médias d'État niaient depuis des années. Mais le plus troublant était la conclusion du document. Si ces défaillances ne sont pas corrigées immédiatement, l'opération entière pourrait dériver vers un scénario irréversible pour la Fédération. Le mot « irréversible » a résonné dans les oreilles de l'équipe d'analystes ukrainiens. Parallèlement, des rapports de renseignements occidentaux ont confirmé que la Russie repositionnait des actifs stratégiques dans un mouvement désespéré pour éviter un effondrement plus important. Cependant, ce redéploiement a généré plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Les 4 mouvements russes qui ont aggravé leur situation transfèrent précipité de troupes d'élite, laissant des zones clés découvertes. Redéploiement de missiles tactiques, suscitant la crainte chez les pays voisins. Déplacement improvisé d'avions de combat, provoquant des pannes par manque d'entretien. Utilisation intensive des réserves stratégiques, accélérant l'usure de l'armée. Pendant que tout cela se produisait, l'Ukraine a profité de la confusion pour réaliser l'une de ses opérations les plus calculées. Au petit matin, un essaim de drone modifié a survolé en silence une base russe que l'on croyait hors de danger. Personne n'attendait une attaque aussi précise, aussi chirurgicale, aussi dévastatrice. Le résultat fut une coupure brutale des communications dans la région. Et c'est à cet instant précis que commença la phase la plus délicate de l'opération ukrainienne, l'exploitation du vide informationnel. Des sources proches de l'état-major russe ont assuré qu'après l'attaque, plusieurs commandants ont commencé à se déplacer de façon erratique. Certains ont tenté de changer de zone sans autorisation. D'autres ont réclamé des renforts impossibles à mobiliser, et quelques-uns ont tout simplement disparu des radars. Pour la hiérarchie russe, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La méfiance interne atteignit un tel niveau qu'on ordonna des audits express pour vérifier la prédisposition morale de certains officiers. Ce fut un mouvement qui généra plus de tension que de sérénité. À Kiev, une réunion extraordinaire fut organisée avec des experts militaires, des ministres et des conseillers étrangers. Chacun apportait un dossier contenant des données fraîchement obtenues sur l'état de l'armée russe. Et tous s'accordaient sur un point. La Russie présentait des fissures qu'elle n'avait jamais montrées lors de conflits précédents. Les attaques ukrainiennes, soigneusement coordonnées, n'avaient pas seulement frappé des infrastructures d'un militaire. Elles avaient frappé le moral. Elles avaient érodé la chaîne de commandement. Elles avaient introduit le doute. Et le doute, dans une armée qui repose sur des ordres rigides, est une arme mortelle. La question qui revenait le plus souvent dans la salle était « Combien de temps reste-t-il avant que la population russe n'exige des réponses que le Kremlin ne pourra pas donner ?» Pour l'instant, le gouvernement russe continuait d'exercer un contrôle de fer sur l'information. Mais la pression montait. Puis arriva un rapport que personne n'attendait. Plus de 100 soldats russes avaient été arrêtés pour avoir refusé de participer à une opération jugée suicidaire. C'était une rébellion interne silencieuse, mais révélatrice. Les documents arrivèrent les uns après les autres, chacun plus préoccupant que le précédent. Tout indiquait que le Kremlin tentait de cacher la gravité de la situation, même à ses propres alliés. Pendant ce temps, l'Ukraine avançait avec une stratégie combinant pression militaire, renseignement électronique et opérations psychologiques. Tout faisait partie d'un plan qu'elle préparait depuis des mois. Un ministre européen, lors d'une réunion diplomatique,
a laissé échapper une phrase qui a changé la perception internationale. L'effondrement n'arrivera pas d'un seul coup. Il arrivera comme une ombre qui s'étend sans que personne ne puisse l'arrêter. Et il a déjà commencé. La déclaration a fuité dans la presse en quelques heures. Ce fut le point de bascule. Les marchés ont réagi, les analystes ont commencé à publier des rapports alarmants, et la Russie s'est vue obligée de répondre d'une manière ou d'une autre. Mais sa réponse fut si confuse qu'elle n'a fait que renforcer le sentiment que quelque chose de grave était en train de se produire. Les fissures internes de l'armée russe ne pouvaient plus être dissimulées. Ce qui avait commencé comme une série de retraits tactiques s'était transformé en chaos structurel. Et pendant que la Russie tentait de contenir le désastre, l'Ukraine se préparait déjà à la phase finale de l'opération. Exposer au monde entier le véritable état de l'armée que l'on avait cru invincible pendant des années. Tout était prêt. Les drones, les rapports, les enregistrements interceptés, les mouvements sur le terrain de bataille. La troisième phase commencerait avant l'aube.